to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Мамка, а у нас партизаны. Ты кто? Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Vous venez de voir à l'instant la bande-annonce d'un film qui a été fait en 1977 et qui ressort donc aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que on a envie que ça sorte aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui. En tout cas, j'espère que quand la vidéo sera publiée, ça sera donc le 29 mai. Le film sort le 29 mai en version restaurée. Je voulais remercier Thierry Vidot d'ailleurs pour l'aide apportée à la conception de cette émission. L'Ascension. Donc, c'est le dernier film en date. Elle est morte en tournant le film d'après, qui s'appelle L'adieu à Mathura, mais ça, on va en parler. Et je suis très content parce que il y a mon invité, Elias Hérodi, qui travaille pour la revue Débordement, une revue très importante depuis quelques années, pour Réplique aussi. Ça s'est fait en fait parce que il y a nos amis de Prisme Cinéma, on les regarde discutailler de cinéma et puis on voit ce monsieur Elias là et puis on se dit tiens, il nous raconte qu'il y a un festival qui va passer qui s'appelle Décolonial et on le contacte et puis ensuite on dit bah tiens, tu viens quand tu veux. Et voilà, il est venu pour nous parler de ça. Et qui plus est, c'est ça qui est génialissime, c'est qu'il a une chaîne YouTube qui s'appelle exactement, il ne faut pas que je dise de bêtises, Elias H, Cinémastock et autres. Et il s'avère qu'un jour, je découvre et sa chaîne YouTube sans le connaître, hein, mais aussi une vidéo qui s'appelait Les Adieux à Mathura ou Le Deuil russe, où il revient sur le film donc d'Elem Klimov, mais qui à la base est un film qui a été pensé par Larissa Shepitko, mais ça on va en parler aussi. Et voilà, donc je pense que les concours de circonstances font qu'il fallait absolument que tu sois là. Merci à toi Elias, comment vas-tu? Merci de ton invitation. En fait, c'est un double effet parasocial, puisque moi, je regarde ton contenu depuis un petit moment, et toi, du coup, tu connaissais cette vidéo que j'avais faite pendant le confinement, que j'ai faite un peu vite après avoir laissé en plan pendant un petit moment ma chaîne YouTube, et qui m'a donné l'opportunité, du coup, de faire le bonus du DVD de l'Ascension pour Potemkin. Il y a 2 ans de cela, et le film devait sortir il y a 2 ans, et entre-temps, un Russe a décidé d'envahir un Ukrainien. Ouais, voilà, c'est tristement et joliment dit. On va dire ça comme ça. Première question qui est extrêmement banale, mais qui en même temps, peut-être, je ne sais même pas comment on peut y répondre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais juste, tout simplement, qui est Larissa Shepitko? Larissa Shepitko, c'est une cinéaste ukrainienne de naissance, qui est née, je crois, en 1938 ou 1939 en Ukraine, Ouais. et qui a débuté comme actrice dans les années 50-60. On dit qu'elle a débuté comme actrice. Moi, j'ai l'impression que sa présence actorielle est relativement faible, et elle est surtout une élève à l'école de cinéma soviétique, le VGIK, de Alexandre Dovzhenko, donc un très grand cinéaste des années 20-30 de la Russie soviétique, des avant-gardes soviétiques. Et puis, elle est une très grande cinéaste qui commence donc en 63, je crois, par le film Chaleur torride, qui est un film de kolkhoze qui se déroule donc au Kyrgyzstan. Puis elle enchaîne avec un film plutôt biographique. Excuse-moi, je t'interromps, j'en suis vraiment désolé. Je sais ce que c'est que le kolkhoze, mais
On sait, Ah sait-on oui. jamais? Si tu pouvais définir, voilà, Alors ça veut dire quoi? Je t'en prie. le kolkhoz, c'est ce mode d'organisation collective des fermes qui a été imposé ou mis en place dans les années 30 en Union soviétique dans un processus qu'on appelle la dékoulakisation, c'est-à-dire la fin d'un processus, enfin d'une mainmise de gros propriétaires terriens sur des terres agricoles. D'accord, OK. Pardon, donc je te laisse continuer quand tu parlais de chaleur Et, torride. et donc, Chaleur Torride, qui est donc tourné au Kyrgyzstan et produit par Kyrgyzfilm, qui est la société d'État du Kyrgyzstan, rattachée donc à l'URSS à l'époque. Et ensuite, elle tourne donc un film biographique sur un avatar de sa mère qui s'appelle Les Ailes, sur une aviatrice donc, qui a eu ses grandes heures de gloire pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est un peu un carrefour de sa vie au milieu des années 60. Et ensuite, elle fait une sorte de mélodrame, ou je dirais un peu un drame neurasthénique, qui s'appelle Toi et moi, au début des années 70. Bon, elle fait plusieurs téléfilms et des films à sketch, mais j'ai pas pu les voir dans de bonnes conditions, puisque je ne parle pas russe. Et donc, Toi et moi, qui est donc son troisième long métrage, avant de faire donc l'Ascension, en 77, enfin, bien avant, et voilà, qu'elle a réussi à imposer bon gré mal gré à la censure soviétique, et qu'elle a amené à Berlin, où elle a reçu l'Ours d'Or, donc récompensant le meilleur film de la compétition. Et elle décède en 79 sur le tournage donc, de ce qui aurait été son cinquième long métrage, et qui est, je ne sais plus combienième long métrage d'Elem Klimov, Les Adieux à Mathura, que donc son mari, Elem Klimov, le réalisateur de Requiem pour un massacre, termine alors qu'il est frappé de censure depuis les années 70. Alors avant qu'on parle, plus profondément du film L'Ascension, et avant de te faire aussi écouter une intervention de Klimov qui parle donc dans l'émission Microfilm de Serge Danet, où il revient sur l'importance, la place importante en tout cas de Larissa dans la jeunesse du film. Je voudrais juste, pour qu'on essaie de contextualiser un peu la situation, Larissa, elle fait partie de quelle génération de cinéastes soviétiques? Et puis surtout, Oui. très important, elle arrive à quel moment de l'histoire du cinéma soviétique? Alors, l'histoire du cinéma soviétique, disons que pour faire les grandes lignes, il y a un moment d'avant-garde énorme dans les années 20 avec les réalisateurs qu'on connaît, Eisenstein, Vertov, Poudovkin, Dovzhenko. Et il y a donc au début des années 30 une doctrine qui est formulée d'abord à l'égard de la littérature, puis qui s'étend un peu à l'ensemble du système des arts en Union soviétique, qui est la doctrine du réalisme socialiste, qui donc court pendant tout le moment stalinien, après avec je dirais que le réalisme socialiste n'est pas un monolithe stylistique comme on voudrait le présenter, comme l'a aussi montré le travail de Bernard Eisenschitz sur Boris Barnett et la rétrospective donc, à la Cinémathèque française qui a eu lieu en mars, je crois, sur Boris Barnett. Il y a quelques Mais semaines. en tout cas, ça rime aussi avec un moment où la censure politique est beaucoup plus forte qu'avant. C'est l'un des cas d'exemple, c'est Mikhail Kalatozov qui travaille quasiment pas du tout du sel de Svaneti à Quand passent les cigognes, qui signe un peu le retour d'un cinéma soviétique qui accorderait une plus grande part, une plus grande marge de manœuvre aux cinéastes. Et ça rime aussi avec le moment, donc la mort de Joseph Staline en 1953, la publication des rapports Khrouchtchev qui font état des crimes staliniens en 1956. Et donc, en 1958, Quand passent les cigognes reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes.
Et c'est un moment de ce qu'on appelle le cinéma du dégel, avec une première génération, donc Kalatozov, qui est là depuis très longtemps, Grigory Tchoukrai, et puis donc une deuxième génération qui vient un peu de cette promotion du VGIK de la fin des années 50, début 60, qui est une génération de jeunes cinéastes, parmi desquels donc l'un des plus fameux étant Andrei Tarkovsky, mais on compte aussi Elem Klimov, Gleb Panfilov, Alexei German, Marlène Koutiev, et donc Larissa Shepitko et Kira Muratova, par exemple. Mais Larissa Shepitko fait partie de cette génération et elle a disons, cette chance par rapport à d'autres cinéastes d'avoir comme maître donc Dovzhenko. Le système des maîtres en fait au VGIK permet aussi d'assurer une certaine légitimité aux jeunes cinéastes dans la réalisation de son premier film. À titre d'exemple, Mikhail Rom engage sa responsabilité sur l'enfance d'Ivan de Andrei Tarkovsky, et d'ailleurs propulse un peu Andrei Tarkovsky aux commandes de ce projet qu'il n'était pas censé avoir initialement. Et Larissa Shepitko a aussi cette forte influence de Dovzhenko, et c'est d'ailleurs un peu dans le style du maître qu'elle va réaliser Chaleur torride, dans le style d'un maître donc, qui a réalisé un grand film, je crois qu'il date de 1930, La Terre, qui est donc aussi un film de kolkhoz, un film sur la mise en place de la révolution agraire, et le Chaleur torride est un peu le pendant inverse de La Terre, puisque il se déroule 30 ans après, où en fait on connaît les crimes staliniens et aussi le revers de la médaille de cette période-là. Qu'est-ce qui caractérise la forme chez Larissa? On va parler après de l'Ascension, mais par exemple, me concernant, lorsque je découvre l'Ascension et que j'ai découvert aussi les autres films que tu as eu la bonté de me partager, ce qui m'a le plus frappé d'emblée, c'est peut-être un détail, c'est cette capacité à ce qu'elle nous montre finalement, c'est ce qu'on va découvrir dans le plan suivant. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. Par exemple, lorsqu'on voit, lorsqu'on voit un personnage qui va agir, donc qui agit dans le plan suivant, dans sa manière de regarder le personnage, c'est comme si elle nous mettait face à nous, donc un regard, un clignement d'œil, quelque chose qui annonce le plan suivant. Je trouve qu'elle a une manière de voir qui est comme un sismographe. Et c'est ce qui permet aussi que les plans sont parfois peut être autant courts que très longs. Et ça donne une situation extrêmement déstabilisante pour le spectateur ou spectatrice d'ailleurs. Voilà, en gros, ça c'est un détail que j'ai remarqué. Mais s'il y avait autre chose peut-être à développer, un style qui serait celui de Larissa. Ce qui est dans un peu l'écosystème soviétique du cinéma, je dirais que Larissa Shepitko, elle se penche plutôt du côté des réalistes. Des gens comme Gleb Panfilov ou comme Marlène Koutiev, et moins du côté, disons, des expansifs comme Parachanov, comme Tarkovsky ou comme Elem Klimov. Mais ça, ce serait un premier cadre un peu stylistique d'ampleur, et je pense que ça n'est pas forcément très judicieux comme critère d'analyse. Je pense que ce qui détermine avant tout le cinéma de Larissa Shepitko, c'est son attention à la psychologie des personnages et à leur subjectivité. Et ce que tu dis un peu sur le rapport un peu de champ contre champ, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Ce dont tu parles, c'est qu'il y a toujours dans le champ une projection aussi de la subjectivité des personnages. Il y a, et dans le contre-champ aussi, parfois une certaine indécidabilité s'il s'agit d'un rêve ou de la réalité. C'est un peu comme ça que se construit son cinéma à partir des ailes, justement. Disons qu'il y a parfois des images dans les ailes où on la voit sur un terrain d'aéroport, et on se demande s'il s'agit déjà d'un flashback ou si elle est dans le présent. C'est cette, je pense, indécidabilité première de
de ces plans fait qu'il y a une véritable incertitude subjective qui se construit. Dans l'ascension, c'est presque plus clair dans un sens, parce qu'on a ces visions subjectives qui apparaissent véritablement à un moment du film, notamment le personnage du traître, Riba, qui un peu virtualise sa peur de la mort par deux images un peu subjectives. C'est le cas aussi dans Toi et moi. À un moment, le personnage principal va s'évader de Moscou, ou d'une grande ville, et la caméra va suivre quelqu'un qui va bondir dans un train, qu'il regarde, et puis ensuite faire un cut et filmer cette personne qui bondit dans le train de loin. Et du coup, il y a ce rapport où on passe d'abord par une forme d'échappée subjective qui concrétise un peu le désir d'évasion, et puis ensuite la réalité de la perception. Bah, c'est comme dans le début de l'ascension. Quand tu vois Oui. cette espèce de calme Ouais. enneigé, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, Oui. et puis d'un seul coup, tu vois des personnes qui se lèvent, c'est très troublant. Il y a de cela Ouais. aussi, mais cette configuration crée une espèce de tension, et voire même aussi une tension politique, finalement. Ouais. Bah, au début de l'ascension, il y a aussi cette question de filmer des partisans, qui sont donc des résistants biélorusses, et qui ont pour pratique quand même de se fondre dans une nature qu'ils connaissent très bien. Et il y a aussi cette question un peu descriptive dans l'ascension de comment se structure le mode de vie partisan, la guerre des partisans dans l'arrière-front allemand. Mais cette question, je pense, politique du rapport à la subjectivité, à la psychologie, elle est assez essentielle, parce que il me semble que les enjeux politiques chez Larissa Shepitko, c'est-à-dire de parler de la nation soviétique, et je pense qu'on y reviendra peut-être ensuite, que ça n'est pas une cinéaste qui pense en dehors de la Russie, en dehors du schème soviétique. Contrairement à d'autres cinéastes russes et soviétiques de l'époque, elle est plutôt dans une logique de presque justement sismographique, d'analyse de ce qu'est la réalité soviétique. Et cette analyse, elle se fait souvent en centrant le récit sur des personnages qui sont en proie au doute, qui sont en crise, et en crise dans le sens où se joue toujours un modèle idéologique ou idéaliste au sein de ces crises personnelles. C'est le cas dans Les Ailes, où se joue justement le rapport entre un modèle un peu héroïque, entre un modèle de vie qui est donc le personnage féminin, l'héroïne, et puis une réalité qui excéderait en fait le modèle de vie socialiste, le héros soviétique, l'homo novus soviétique. C'est le cas dans l'ascension aussi, qui se construit presque comme un dilemme constant entre un héros idéologique qui serait Sotnikov, donc le personnage principal du film qu'on voit dans la bande-annonce, et justement son antagoniste qui apparaît au fur et à mesure du film, qui est le personnage d'Anatoly Solonitsyn, qui est donc un inspecteur russe pour la Gestapo allemande. Alors, on va en parler. On va parler maintenant de l'ascension. Mais avant cela, je voudrais te faire écouter, donc on en parlait au début de l'émission, je voulais te faire écouter un extrait donc de l'émission Microfilm de Serge Danet, qui était diffusée sur France Culture, si je ne me trompe pas. Et l'émission date du 1er février 1987. Serge Danet reçoit donc le cinéaste russe Elem Klimov, qui à l'époque était fraîchement président de l'Union des cinéastes, qui est une association professionnelle des réalisateurs soviétiques. Et il le reçoit pour évoquer avec lui l'évolution du cinéma soviétique, les signes d'une certaine libéralisation, les rapports avec le pouvoir politique, la censure, etc. Et puis à un moment, ils vont parler des adieux à Mathura. Et là,
Elem Klimov va en profiter pour rappeler quelque chose de très important. Je te laisse écouter et puis on en parle un tout petit peu juste après. Et surtout, ça va nous permettre de commencer à parler de l'ascension. C'est parti. Ce film, c'est une adaptation d'un roman remarquable d'un des plus grands écrivains de l'actualité, de Valentin Rasputin. Ma vie a voulu que j'ai affaire à deux Rasputin. Un mauvais, un méchant Grigory Rasputin dans le film L'Agonie, maintenant avec le bon Rasputin. Les noms comme Rasputin sont typiques pour des lieux en Sibérie où se passe l'action. Donc, c'est ma femme, Larissa Shepitko, qui hélas n'est plus avec nous, qui a décidé de porter cette œuvre à l'écran. C'était un grand réalisateur soviétique. Et qui plaisait la même personne comportait la spiritualité et le talent et la beauté. Quand Larissa est venue pour la première fois à Paris, on nous a dit « Ah, voilà une nouvelle Greta Garbo qui est venue nous voir ». Larissa a fait 4 longs métrages. Et un court-métrage de durée de 50 minutes. C'est l'adaptation d'une nouvelle d'Andrei Platonov, également un très grand écrivain. Il s'intitulait La patrie de l'électricité. C'est précisément un des films que nous ouvrons actuellement. Hélas, l'internégatif a été égaré et maintenant on recrée le film à partir de l'interpositif. C'est un film très intéressant, vous allez le voir bientôt. Et après son dernier film, L'Ascension, qui a reçu tous les prix possibles et imaginables, internationaux et soviétiques, elle a décidé donc de faire un film sur le roman de Rasputin, Les Adieux à Mathura. Et tout à fait au début du tournage, toute l'équipe des artistes a péri dans un accident de voiture tragique. Et la question s'est soulevée à savoir si ce film se fera ou pas. Et naturellement, on a suggéré à moi en tant que mari de poursuivre le travail en tant que quelqu'un qui se trouvait très près de son projet. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et aussi difficile que c'était pour moi de tourner un film que je n'ai pas porté en moi, nous avons décidé quand même de le faire au nom de ceux qui ont péri et puis au nom d'une idée très sérieuse qui est la base du roman de Valentin Rasputin. C'est ainsi que le film Mathura a été créé et puis un petit film qui s'appelle Larissa. C'est le portrait de Larissa, c'est un court-métrage qu'on a toujours envisagé de projeter en même temps que Les Adieux à Mathura. L'Ascension, donc le dernier film de Larissa Shepitko sort le 29 mai grâce à Potomkin. Pour aller très très vite, ça se passe en 1942, hiver 1942, je lis le synopsis. L'armée allemande poursuit son avancée sur le front russe. Un bataillon soviétique est contraint de se replier en désordre. Et pour assurer son ravitaillement, 2 soldats entament un long périple dans la forêt. Voilà. Avant qu'on parle du film, est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur cette petite archive? Moi, j'adore les voix. Je trouve que c'est fascinant quand on traduit à la Godard, quoi. Il y a la langue originale, puis il y a le traducteur. Voilà, je referme cette parenthèse aussi vite que je l'avais ouverte. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur cette petite archive? Déjà, ce film, La patrie de l'électricité dont il parle, j'ai essayé de le voir, mais il n'y avait pas de sous-titres français, donc je ne pourrais pas m'avancer, mais il est visuellement de la même qualité que les autres. C'est quand même
Larissa Shepitko une très grande formaliste, dans le sens où sa composition des cadres chez leur Touride est impeccable. Je dirais que aussi ce qui est intéressant justement, c'est à l'égard des adieux à Mathura, puisque cette volonté de rendre hommage à ceux qui ont péri, couplée justement avec ce film Larissa qui est aussi dans le bonus du DVD Potemkin que j'ai fait et celui d'avant. Il y a toujours effectivement dans les adieux cette question de l'hommage, de la mort, du deuil, qui court à travers tout le film et qui a l'air déjà de se voir de l'angle presque comme un memento mori, c'est-à-dire comme un film qui a pour objectif presque personnel de se faire, de se rendre compte que l'on est mortel et que l'histoire d'un pays aussi se construit vis-à-vis de cette mortalité, de ses idéologies, de son modèle et de ses modernisations. C'est un film sur la modernisation. Mais du coup, je pense que c'est un extrait extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant aussi, ce que j'avais noté, c'est les deux Rasputin d'Hélène Klimov, puisque effectivement, le mauvais en question, Grigory Rasputin, est d'autant plus mauvais pour Hélène Klimov que le film qu'il a réalisé, Rasputin l'agonie, l'a frappé de censure, donc à partir de, il me semble, 75. Et c'est aussi une des raisons qu'il ne donne pas pour lesquelles il a repris les adieux à Mathura, c'est que il n'aurait jamais pu faire Requiem pour un massacre s'il n'avait pas fait les adieux à Mathura, qu'il a remis en scène, disons, aux yeux du système de production soviétique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est peut-être le contexte, c'est pourquoi Hélène Klimov, justement, qui est donc frappé de censure peu de temps avant, devient président de l'Union des cinéastes soviétiques, c'est parce que arrive au pouvoir donc Mikhaïl Gorbatchev, et qui va mettre en place une politique économique et sociale qui s'appelle la perestroïka, et qui va conduire aussi à un renouvellement plus tardif donc, du cinéma soviétique. Et Requiem pour massacre intervient un peu avant les bornes chronologiques de la perestroïka, mais des films comme Le syndrome asthénique de Kara-Muratova sont un peu les cas d'école de ce cinéma-là, qui est aussi un grand mouvement de liberté pour les cinéastes soviétiques. Cette idéalisation, ce rapport au pays, est-ce que on retrouve ça aussi dans la construction de ces deux personnages qui doivent assurer le ravitaillement, c'est-à-dire, j'espère que je les prononce bien, Rybak et Sotnikov, qui eux deux quand même sont très différents et de par ne serait-ce que de par leurs origines sociales. Ça me rappelle même un petit peu la fin de La Grande Illusion avec Gabin et Dalio quand voilà, il y a quelque chose de cet acabit, mais c'est pas totalement ça. Faut pas non plus exagérer, mais il y a de ça. Et donc je voulais savoir ces deux personnages, qu'est-ce qu'ils disent finalement dans ce film par le prisme, par le regard particulier de Larissa Shepitko. Mais c'est vrai que ton lien avec La Grande Illusion, j'y avais jamais pensé, mais il se joue un peu, alors pas du même rapport, mais effectivement une sorte de rapport de classe et au sein de ce film, puisque Rybak, donc, qui va commencer à trahir et rejoindre la milice une fois qu'ils sont capturés par les forces allemandes, est un enfant d'agriculteurs, probablement de paysans qui habitent un peu ces contrées éloignées de la ville, qui sont donc dans les campagnes biélorusses. Et de l'autre côté, Stotnikov, c'est quelqu'un qui vient de la ville, qui est un instituteur, qui est, je crois, né, enfin, à un moment, il prononce un peu son CV à la fin du film, un peu comme une manière d'affirmer un peu sa position idéologique. Et donc, il est né en 1917 et il s'est encarté en 1935. Et donc, il s'est encarté à 18 ans et à la période où, disons,
le Parti communiste commence un peu à briller. Je crois que les procès de Moscou, c'est à peu près à ce moment-là. Et donc, il y a Sotnikov devient un peu l'incarnation de la patrie. Enfin, la Seconde Guerre mondiale en Russie est toujours appelée la Grande Guerre patriotique. Et la Seconde Guerre mondiale, la lutte contre le fascisme que les soviétiques ont menée, et qui sont ceux qui ont eu le plus de morts civils et militaires des combats de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, rejoue en quelque sorte la Révolution de 17, en tout cas réactualise le récit révolutionnaire soviétique, et cette fois-ci non pas à l'égard tellement de la bourgeoisie ou du tsarisme ou d'un ancien régime, mais à l'égard du fascisme, qui est un autre adversaire, autrement plus retorse, et qui justement, de son côté, regarde très mal les peuples slaves du fait du racisme intrinsèque. Et cette question, donc, du personnage de Sotnikov, c'est aussi d'incarner cet esprit patriotique, national, au sein du film, mais avec une certaine nuance, qui est la façon dont le sacrifice de Sotnikov, dont le personnage de Sotnikov va, au fur et à mesure du film, ressembler à une figure christique. Au début du film, c'est quelqu'un enfin, ça a l'air d'être un boulet pour Ryback, dans le sens où il tousse pas mal, il est malade, et puis ensuite, il va se faire toucher à la cheville lors d'une fusillade, et donc être porté par Ryback pendant toute la première partie du film. Et à partir du moment de leur capture, Sotnikov va s'évertuer à rester en vie, à survivre alors qu'il devrait mourir, pour être pendu au grand jour. Alors que Ryback, de son côté, qui est en bonne santé depuis le début et qui est un bon guerrier, va vouloir rester en vie à tout prix, quitte à rejoindre la milice et dénoncer, en tout cas indiquer où se trouve le campement partisan. Et la fin du film se finit par une longue procession où le personnage de Sotnikov va se retrouver pendu à la fin, avec un certain nombre de personnages qui l'accompagnent, un peu comme les deux gredins qui entourent le Christ, et donc va être pendu devant tout le monde. Il y a un plan assez éloigné, on voit une procession monter une colline qui fait indéniablement penser à la montée du Golgotha, à cette référence visuelle, iconographique chrétienne. Et ça a une dimension peut-être beaucoup plus nuancée sur le rapport qu'entretient Larissa Shepitko avec ce personnage de Sotnikov. C'est qu'en fait, l'adhésion de Sotnikov à l'URSS et l'adhésion en fait des partisans, plus globalement, de l'idéal partisan à Moscou, qui est éloigné et qui les abandonne en quelque sorte, se fait plutôt de l'ordre de la mystique, de la foi. C'est-à-dire qu'il s'agirait de croire en l'idéal soviétique comme on pourrait croire au paradis chrétien, en quelque sorte. Et c'est une dimension qui est un peu entrelacée avec le récit politique, c'est ce récit mystique qui naît du personnage de Sotnikov. Quand on regarde un film comme ça aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, il y a des résonances, mais qui sont infiniment sous-jacentes, mais il y a quand même quelque chose. Oui, je t'en prie, pardon. Je dirais que il y a effectivement des précautions à prendre à l'égard de ces films sur la Grande Guerre patriotique, et notamment à l'égard de justement ce que devient la politique étrangère russe et l'invasion russe de l'Ukraine.
Je dirais cependant que le cinéma de Larissa Shepitko naît en partie, alors pas totalement, du fait qu'elle est ukrainienne, et qu'une des dimensions presque principales de son œuvre, c'est son attention aux marges. Alors, ça peut être imposé, ou plus ou moins imposé, avec son film Kirghiz, Chaleur torride, qui est effectivement aux confins stépiques de l'URSS, mais tous ces films naissent ou se situent à la marge de la société soviétique, en tout cas du centre névralgique de la révolution, qui serait Moscou, Leningrad, ces deux villes. Les Ailes, ça se déroule dans une petite ville de province. Toi et moi raconte en fait une évasion de la grande ville, et justement où le personnage principal va aller s'engager comme médecin auprès de déshérités qui vivent dans la campagne. L'Ascension se situe en fait la Seconde Guerre mondiale et est l'un des premiers films soviétiques à parler de cette question chez les partisans. Et les partisans, c'est justement cet univers campagnard, éloigné, et qui sera, à l'avenir, à partir de 1945, décimé par le régime stalinien. Les partisans ne seront pas du tout reconnus, les chefs partisans seront décimés, et ce, un peu partout dans le bloc de l'Est. Et puis, les adieux à Matiora, comme le disait Lem Klimov tout à l'heure, se situe donc dans les confins de la Sibérie, et donc délibérément dans une région isolée, avec presque cette emphase sur l'isolement de ce village, de cette île. Et donc je pense qu'on pourrait le voir comme un film à son corps défendant d'une idéologie et d'un rapport, même si je pense que les Russes ont bien le droit de se vanter de la Seconde Guerre mondiale, où ils ont été effectivement héroïques, mais on pourrait le voir comme une réindexation politique, propagandiste d'un fait historique. Mais pour moi, le cinéma de Larissa Shepitko, c'est aussi justement cette nuance prise à l'égard de ce qui constitue le centre de l'idéologie, c'est-à-dire de centrer son récit sur là où le projet soviétique, là où le projet idéologique n'est pas achevé ou ne réussit pas à s'achever, enfin, les achoppements entre différentes sociétés et les transformations qu'essaye de mener le projet soviétique. Et le projet soviétique, selon elle, aurait, comment dire, pour pouvoir questionner ce projet soviétique, selon elle, il y avait plus de force à raconter une histoire qui se situe à ce moment-là en temps de guerre, et j'entends bien le temps de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire avec comme antagoniste, faussement antagoniste certainement, les nazis. Mais les nazis, ça pourrait être aussi autre chose, parce que ce film n'a pas été fait en 1945, il a été fait bien après. Est-ce que ce rapport comme ça, le fait d'emprunter ce genre, si on peut dire c'est un genre, c'est-à-dire le film de guerre soviétique, c'est aussi une idée très nuancée, finalement, de questionner ça? Je dirais que le film de guerre, le système soviétique de production cinématographique se centre beaucoup autour des genres. Et le film de guerre, c'est un peu le genre roi à partir donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est le genre politique par excellence. Je ne sais pas si je serais d'accord avec l'idée que les nazis sont autre chose dans le film L'Ascension, parce que je ne pense pas que déjà Larissa Shepitko centre ses films autour d'enjeux de guerre froide ou d'enjeux propagandistes, et je ne pense pas que les nazis ce soit les Américains ou ce soit
et l'Afghanistan n'a pas encore commencé, donc que ce soit donc des adversaires comme ça. D'autant qu'elle a quand même cette capacité parfois à nommer aussi la présence américaine, à s'y référer à ces influences américaines, notamment au début de Toi et moi, où il y a un jeu entre deux personnages habillés en cow-boy. Donc, je dirais que, à mon sens, les Allemands sont effectivement le fascisme, l'adversaire un peu absolu, la violence barbare, comme dans Requiem pour un massacre, et qu'en plus, il y a tout de même cette attention qu'elle partage avec Requiem pour un massacre à bien montrer que la violence, même si Requiem pour un massacre le fait encore mieux, encore mieux, ou en tout cas en fait un de ses axes de réflexion principale, que la violence allemande se fait aussi sur des critères racistes à l'égard des Slaves. Et ça, c'est une réalité qui est assez présente dans l'entièreté du cinéma soviétique, notamment dans un film qui s'appelle Fascisme ordinaire de Mikhail Rom. Ouais. Mais que à mon sens, l'Allemagne nazie joue de tout temps dans les films soviétiques un rôle qui est à peu près le sien, c'est-à-dire du fascisme et de la destruction totale du peuple soviétique. Et à mon sens, ça n'est pas le même rôle que peuvent jouer, même si je ne connais pas tellement de films qui mentionnent explicitement le rôle des États-Unis, mais en tout cas, c'est, à mon sens, pas le rôle que jouent les États-Unis dans le cinéma soviétique. Alors, je rappelle, hein, le film sort le 29 mai en version restaurée et grâce à Potemkin, entre autres. Et une dernière question. Alors, je rappelle aussi qu'il y a ta chaîne YouTube dont j'ai parlé au début de cette émission et dans laquelle tu parles des adieux à Mathura. Et je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo qui est passionnante. Tout est dans le descriptif, bien évidemment, de cette vidéo-là, en tout cas. Une dernière question qui est peut-être une question un peu simple, mais ça m'intéresserait de savoir aujourd'hui, en 2024, Larissa Shepitko, alors pas forcément en 2024, mais est-ce qu'il y a eu comme ça d'autres cinéastes qui se sont revendiqués du travail de Larissa Shepitko? Je ne saurais pas dire. À vrai dire, je sais que Hélène Klimov a écrit un article dans la revue Trafic, donc probablement encore à l'initiative de Serge Danet, qui s'appelle Le Dépassement, où il fait de l'ascension la pierre angulaire de son travail sur Requiem pour un massacre, notamment dans le jusqu'au-boutisme un peu du tournage de l'Ascension, qui donne le jusqu'au-boutisme du tournage de Requiem pour un massacre, puisqu'en fait, les conditions de tournage de l'Ascension devaient être effroyables, puisqu'il tournait dans la neige et il rentrait transi de froid, glacé par le tournage, comme les conditions de Requiem pour un massacre, où il a manqué de tuer son acteur plusieurs fois, sont aussi absolument effroyables. Mais je pense que alors, je vois parfois l'Ascension plutôt rejaillir aux États-Unis, des gens y faire mention, le voir apparaître dans des classements des meilleurs films. Mais je dirais qu'il y a quand même une invisibilisation de Larissa Shepitko, en tout cas un manque d'attention à son égard en tant que cinéaste, sans doute dû au fait qu'elle est morte prématurément et que l'Ascension n'a pas eu le succès, la postérité de Requiem pour un massacre, et sans doute aussi dû au fait que l'historiographie du cinéma invisibilise les femmes cinéastes. Surtout les femmes cinéastes, tu as raison, effectivement. Surtout les femmes cinéastes, et d'autant plus soviétiques, puisque
Je dirais que, à part, enfin en tout cas du bloc de l'Est, parce que je dirais qu'à part Ferrari Tilova, qui a toujours eu, et quoique partiellement, un écho critique, je dirais que la plupart des cinéastes femmes soviétiques, et il y en a, en tout cas du bloc de l'Est, et il y en a, sont redécouvertes assez récemment à l'initiative des travaux notamment d'Eugénie Zvonkin, qui a écrit un livre sur Kira Muratova, et de nombreux et nombreuses universitaires, même s'il y en a assez peu. Et puis du travail aussi de Potemkin dans la rediffusion de ses films, et de Malavida dans la rediffusion, j'allais le dire, dans la rediffusion de ces deux films, enfin de ces films. Je dirais que en plus, presque par provocation, je dirais que l'URSS est l'un des pays les plus avancés sur justement la question des femmes cinéastes, puisque que ce soit autant Larissa Shepitko que Kira Muratova, ou en Bulgarie, Binka Jeliaskova, qui était à l'honneur d'une rétrospective à La Rochelle il y a 2 ans, sont des gens à qui on l'a confié quand même assez tôt dans l'histoire du cinéma des gros budgets. L'Ascension est un maître-œuvre, un film de guerre à gros budget. Les films de Binka Jeliaskova sont des films sur la résistance, et c'est des films de la fin des années 50, début des années 60. Et je dirais que si on compare par exemple avec la façon dont Ida Lupino a dû se mettre en marche du système hollywoodien pour pouvoir produire ses films, ou la façon dont Agnès Varda a toujours couru après des financements sa vie durant, je dirais que l'un des mérites des studios d'État, c'est d'avoir confié assez vite des moyens conséquents à des cinéastes femmes pour réaliser des projets d'ampleur et des visions d'ampleur. Le 29 mai, donc, ressortie du film L'Ascension dans les salles. Et c'est un film qu'il faut absolument voir, c'est très important. Et je remercie beaucoup et mon invité, bien évidemment, Potemkin aussi, Thierry Vidot, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez le lien qui renvoie à la chaîne d'Elias. Et encore une fois, le film sort le 29 mai. Maintenant, il faut aller le voir. Voilà. Merci beaucoup, Elias, d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions. C'était un plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, Samir. À très vite. Générique. À très vite. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.